Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à ce panel sur l'importance et les perspectives de l'innovation sociale post-Covid-19. Le monde post-Covid-19 a besoin davantage de pensée prospective, mettant l'humain et la nature au centre du système de l'innovation. Alors, la philosophie de l'innovation sociale consiste à se concentrer sur les besoins principaux de la tranche la plus vulnérable de la population, communément connue sous le nom de base de la pyramide. Nous remarquons ces dernières années une normalisation de la tendance qui s'installe dans le monde entier, qui est celle de l'entrepreneur social, citoyen, un entrepreneur qui mettrait l'innovation sociale au cœur de son business model. Alors, pour débattre aujourd'hui du concept de l'innovation sociale, j'ai le plaisir d'accueillir Adnan Adioui, qui est cofondateur et président de MSI's, Moroccan Center for Innovation and Social Entrepreneurship, ou le Centre marocain de l'innovation sociale et de l'entrepreneuriat social. Hajar Moujahid, qui est cofondatrice de l'entreprise sociale Healthcare Innovation, et Yassine Teyel, fondateur d'Educol. Et comme les noms ou les dénominations des entreprises l'indiquent, Hajar Moujahid est impliqué dans l'innovation sociale dans le secteur de la santé. Yassine Teyel est entrepreneur citoyen social dans le secteur de l'éducation. Alors, Adnan, Hajar et Yassine, quelle pourrait être la définition succincte de l'innovation sociale et quelle place prend l'innovation sociale au moment de la crise sanitaire au Maroc? Très bien, merci Bouchra, merci Policy Center for the New South pour cette opportunité. Je pense que c'est une bonne initiative pour montrer que le Covid a des bienfaits pour pouvoir à la fois garder les connexions et changer les formats et faire plus de contenu. Par rapport à ta question qui est compliquée parce que, comme dit le fameux adage britannique The Elephant in the Room, vous mettez 2-3 personnes dans une même salle et vous leur posez la question de définir qu'est-ce que c'est que l'innovation sociale, aka encore entrepreneur social, vous allez rarement avoir la même définition. Alors, par contre, vous avez des mots-clés qui seront similaires. Alors, les mots-clés importants, c'est vraiment l'approche besoin, c'est-à-dire comment répondre aux besoins sociaux, alors ici sociaux avec un S majuscule, et d'y répondre de manière innovante. Qu'est-ce que ça veut dire innovante? C'est-à-dire comment est-ce qu'on peut apporter de nouvelles formes. Et le deuxième mot-clé important, c'est le changement systémique. Alors, changement systémique, c'est comment est-ce que ces solutions, elles ne vont pas seulement juste répondre à la problématique de manière littérale, mais est-ce qu'elles peuvent changer la donne et transformer le système. Alors, ces concepts sont très difficiles à appréhender dans des environnements où quand on parle de système, on raisonne beaucoup plus, je dirais, politique, transformation sectorielle. Ici, système, c'est les codes, c'est les valeurs, c'est les normes qui permettent de transformer une initiative et de la rendre efficace. Donc, alors, au Maroc et à l'international, les deux concepts sont souvent liés. On peut prendre l'exemple très connu de Wikipédia. Alors, Wikipédia est une innovation sociale parce qu'elle a changé tout le mode d'accès à l'information et de diffusion de la valeur parce que c'est basé sur de la valeur partagée, diffusée en temps réel, gratuite. Et si tu te rappelles de l'époque d'Encarta, on ne savait pas qu'on pouvait accéder à l'information d'une autre manière. Et donc, toutes les questions qu'on voit actuellement, on part du financement participatif au fonds d'investissement à impact, toutes les questions relatives à l'énergie renouvelable, l'énergie alternative, tout ça, c'est des formes d'innovation sociale qui ont pour objectif de transformer les modes et les codes d'utilisation. Alors, aujourd'hui, on voit une mobilisation fondamentale dans l'environnement Covid et on voit que des gens de secteurs différents qui s'intéressent à des problématiques d'intérêt général ou des secteurs, comme tu as dit tout à l'heure, de l'industrie de la vie ou de l'économie de la vie et de se dire comment est-ce qu'on va trouver des solutions. Alors, des ventilateurs, des machins. Et ça répond à la problématique que, en fait, quand on parle d'innovation sociale, ce n'est pas un secteur prédéfini, mais en fait, c'est la conjugaison de plusieurs secteurs au bénéfice de l'intérêt public et l'intérêt général. Hajar et Yassine, que ce soit le cas de Healthcare Innovation ou Educol, ces deux entreprises ont été lancées bien avant le Covid-19. Alors, ma question serait celle de savoir vos initiatives d'innovation, comment vous avez pu les adapter de façon à accompagner les efforts du gouvernement dans les secteurs de santé
et d'éducation pendant cette crise. Tout d'abord, je vous remercie pour l'invitation, c'est un plaisir. Et sinon, par rapport à notre initiative, Health Education est une entreprise sociale, mais il y a un programme qui est le principal sur lequel on travaille, qui est Step Out. Et c'est un programme qui existe depuis maintenant 3-4 ans. C'est un programme qui s'est initié parce que je suis moi-même étudiante en médecine et tous cofondateurs de l'entreprise sociale sont soit des médecins, soit des étudiants en médecine ou en pharmacie. Donc, c'est une problématique par rapport à l'éducation médicale qui nous a toujours concernés et à laquelle on était toujours sensible. L'idée, c'était vraiment de compléter la formation médicale par tout ce qui est soft skills, par toutes ces compétences qui sont tangibles à l'exercice de chaque futur médecin. Et du coup, ça a été une vision sur laquelle on travaillait depuis 3-4 ans. Maintenant, par rapport à la vision, c'était vraiment d'accompagner les étudiants en médecine et les futurs médecins pour être la meilleure version d'eux-mêmes une fois qu'ils sont qu'ils sont confrontés aux patients. Et donc, c'est des programmes éducatifs, c'est des programmes qu'on conçoit adaptés aux besoins de chaque de ces étudiants en médecine. Maintenant, par rapport à ce contexte Covid, nous avons été chamboulés, certes, parce que c'est un programme qui est présentiel et on avait tout un calendrier sur toute l'année qui comprend 25 à 30 éditions Step Out. Du coup, une fois c'est ce contexte de Covid, il fallait adapter et digitaliser tous les formats parce qu'on était vraiment dans le présentiel et on s'intéressait beaucoup au contact humain. Ça nous arrivait même d'organiser des actions santé dans lesquelles l'étudiant en médecine va au contact des patients et justement va enrichir cette relation médecin-patient. Ça a été chamboulé, cette empreinte et cet ADN de Step Out. Donc, on a fait le plus simple possible en essayant. Le contenu Step Out, il existait déjà. On reste quand même sensible à toutes les problématiques sur lesquelles on s'intéresse, tout ce qui est career guidance, l'orientation carrière des futurs médecins, peut-être la communication, la littératie, comment approcher un médecin, comment annoncer un diagnostic. Toutes ces problématiques sont restées les mêmes, sauf que le contenu, plutôt le format a changé dans le sens où où on a dû organiser des sortes de calls Zoom dans lesquels il y a des participants qui vont s'inscrire. On ramène des intervenants, la plupart du temps, c'est des médecins, c'est des profs, peut-être des fois, c'est des entrepreneurs pour les gens qui s'intéressent pour l'ouverture de leur cabinet et tout ce qui est métier de gestion de cabinet. Et donc, il fallait juste adapter le format. On a fait le plus simple possible via Call Zoom. Et là, on vient d'achever la première édition Step Out Career Guidance Online, qui a compris à peu près 30 à 40 participants. Et les retours étaient très positifs parce que nous, on était vraiment, on paniquait à l'idée de perdre l'ADN Step Out. On se disait, vu que c'est virtuel, donc il y a beaucoup de choses qui vont se perdre. Le fait d'être en relation transversale avec les intervenants, les échanges. Et pourtant, on a su garder ça. Donc, pour l'instant, c'est très positif. Et d'ailleurs, nous sommes en train de lancer les prochains programmes dans les jours à venir. D'accord. Merci, Tiaja. Yacine, alors dans le domaine de l'éducation. Donc voilà, je tiens avant à vous remercier, je tiens à mon tour à vous remercier pour l'invitation. Donc pour ce qui est de ma part, donc pour mon projet, c'est Educall, c'est une entreprise sociale qui opère dans le domaine de l'éducation et qui a pour vision d'assurer l'épanouissement aux enfants, abstraction faite de leur classe sociale. Comment on fait ça? C'est essentiellement à travers un programme que l'on a appelé le programme Éclore et qui cible essentiellement 5 compétences. Donc, la compétence des maths et sciences, agriculture, lecture et communication, entrepreneuriat, éducation financière, ainsi que tout ce qui est coding et programmation. Donc, on se base essentiellement sur la gamification, ou bien la ludification, pour rendre le contenu éducatif intéressant et amusant. Donc, on se base sur la pédagogie du jeu et sur les nouvelles technologies, mais nos ateliers sont principalement délivrés en présentiel. Donc, nous accueillons au niveau de notre centre à Rabat les enfants ou au sein des établissements partenaires. Et voilà, donc c'est principalement le format que l'on a adopté avant le Covid. Également, pour assurer notre vision, nous adoptons une approche systémique, incluant différents acteurs
de l'écosystème éducatif, à savoir les enfants, donc notre cœur de cible, les parents aussi, les établissements scolaires et les professeurs. Donc, nous interagissons aussi avec les professeurs sur la base d'une formation de 7 mois et dont l'objectif est de les équiper avec tout ce qui est innovation dans le domaine éducatif et outils de support technologique qu'ils peuvent utiliser avec leurs étudiants. Euh, pour ce qui est, on va dire, du Covid, donc effectivement, vu que notre format se base essentiellement sur des ateliers que nous dispensons en présentiel, donc ça nous a poussé à repenser un peu le modèle et le format des ateliers. Donc, ce à quoi nous avons pensé, c'est lancer une initiative, l'initiative Qalamdar. C'est une initiative qui vise à accompagner les professionnels du métier de l'enseignement et à créer une école virtuelle, voire plusieurs écoles virtuelles, où des enfants de différentes villes se connectent et ont accès à des cours qui viennent, je dirais, en complément au support dont ils bénéficient à travers les plateformes initiées par le ministère de l'Enseignement. Et le besoin qui a déclenché la création de l'initiative, c'est l'interaction avec les enfants. Donc, en interagissant avec des enfants, on a remarqué que ce qui manquait, les supports sont là, ils sont digitalisés, c'est très intéressant, mais les enfants, ils ont besoin de cet aspect humain qui les lie avec leurs professeurs. Et donc, c'est de là que nous avons démarré, que nous avons lancé l'initiative Qalamdar. Donc, là, on est heureux d'accompagner des enfants qui viennent, une bonne, je dirais, centaine d'enfants qui viennent de pratiquement 15 villes du royaume, villes et villages aussi. Donc, on a aussi des villages qui se connectent aussi, des enfants issus de certains villages, notamment Ouled Nema, d'autres régions, où ils ont accès à un accompagnement et un suivi. Donc, voilà, c'est principalement la façon avec laquelle nous avons pensé à remodeler notre programme et nos services dans cette période. Adnan, je le rappelle, vous êtes cofondateur et président du Centre marocain de l'innovation et de l'entrepreneuriat social. Je souhaiterais avoir votre feedback par rapport aux initiatives dans le domaine de l'éducation et de la santé de Hajar et de Yassine et d'avoir votre feedback spécialement par rapport à la valeur ajoutée de ces deux initiatives. Alors, je pense qu'à mon tour, c'est l'environnement auquel nous avons face aujourd'hui ne fait que justifier la pertinence de ce type d'initiative et de ce type de projet. Pour information, j'ai commencé à travailler sur ces questions-là il y a une dizaine d'années. C'était encore au Maroc alien et vu de manière très, très bizarre par toute catégorie, hein, je n'exclus personne, de dire qu'on peut faire des projets qui peuvent allier impact social et modèle économique et faire des projets qui touchent en fait le terme de l'inclusion, le terme de tout le monde. Et je peux te dire que c'était très difficile, ça l'est encore, pour à la fois mobiliser les consciences et les ressources pour pouvoir créer et supporter des initiatives comme ça. Ce qui était positif, c'est l'intérêt surtout des jeunes, une petite catégorie de chercheurs et décideurs comme toi et d'autres qui avaient cette ouverture d'esprit. Et je dirais, peut-être le thème qui est cher à Hajar, le visionnaire, de voir un peu que l'environnement va aller dans ces questions-là et se dire, il faut qu'on le fasse. Une petite information importante pour les gens qui ne sont pas familiers par le secteur, c'est qu'il y a une confusion au Maroc entre ces questions-là et les termes d'économie sociale. Donc, on ne parle pas de la même chose. Et que il y a un rapport qui est sorti en décembre, qui sort en fait chaque 2 ans de Reuters, qui s'appelle The Best Place to Be, les meilleurs endroits où être entrepreneur social. Les top 10, c'est le Canada, c'est la Finlande, c'est Singapour, c'est Hong Kong, etc. Et donc, c'est pas des pays pauvres. Et alors, ce qui est intéressant, c'est que beaucoup de ces pays-là, c'est les meilleurs qui ont géré le Covid.
Pourquoi c'est les meilleurs qui ont géré le Covid? Parce qu'il y a une question de confiance et de gouvernance participative. Il y a une ouverture à le terme safety net, la protection sociale, parce que je trouve que protection est très simpliste, mais je dirais la perspective holistique de la société fait partie de l'écosystème. Alors au Maroc, maintenant, des initiatives comme ça, elles sont demandées. On a vu beaucoup, comme des fleurs, pousser et fleurir un peu partout. Alors par contre, ce qui manque, c'est des questions d'échelle. C'est que des projets comme ça, ils ont, je dirais malheureusement ou heureusement, au Maroc, il leur faut plus de temps pour avoir de la maturité et grandir. Chose qui n'est pas forcément le cas chez nos voisins et dans des pays similaires. Et donc, si on a à dire quel serait peut-être un petit bilan ou une perspective, je pense que maintenant, le Marocain lambda a compris que les besoins sociaux, c'est des besoins qui sont transverses, même si ça ne te concerne pas directement. Et le meilleur exemple, c'est la question du corona. Pourquoi on est sensibilisé à rester chez nous? C'est parce qu'il y a un effet systémique. Ce n'est pas toi forcément qui va mourir et qui va être contaminé, mais le risque de propagation et surtout les conséquences sur le système de santé. C'est-à-dire que, alors j'ai fait un article tout à l'heure que Tanger, qu'à peine avec 293 patients, le système est arrivé à bout. Imaginez. C'est même pas 300 personnes, c'est pas beaucoup de gens. Et donc, ce volet-là nous montre que on ne peut plus parler des secteurs de manière, je dirais, sclérosée en silo et de se dire que c'est pas l'affaire de l'État ou c'est pas l'affaire de X, Y, Z. Et donc, l'intérêt pour le Maroc dans un environnement qui sera en transformation, de beaucoup plus libérer les valves et ouvrir les possibilités pour créer plus de collaboration, parce que c'est cette collaboration qui nous permettra à la fois de réduire les inégalités, de générer plus de croissance inclusive et même de stabiliser les problématiques géopolitiques de la région. Nous retenons donc deux obstacles majeurs qui empêchent l'innovation sociale de jouer pleinement son rôle au Maroc. Le premier, c'est la méconnaissance de l'impact social de ce type d'innovation. Deuxième obstacle, c'est un problème ou une problématique de scaling up. Donc, c'est les entreprises qui initient des innovations sociales n'arrivent pas à, si vous voulez, agrandir leur taille ou accroître leur production. Alors, la question qui se pose, est-ce que dans un monde post-Covid-19, des fenêtres de possibilités seraient ouvertes pour l'innovation sociale qui lui permettrait d'aller au-delà de ces deux problématiques? Alors, je préfère diviser la question à deux niveaux. Je dirais la tendance mondiale et le Maroc, parce que il n'y a pas les mêmes bases, on n'a pas les mêmes baselines. Ce qui est sûr, c'est que il y a un terme, je suis sûr que tu vas apprécier, qui s'appelle le PPP, qui est le partenariat Planet People. C'est pas seulement juste le partenariat public-privé. Et ça, j'ai un ami du Bahreïn qui pilote ça depuis quelques années sur comment créer des modèles en partenariat avec la planète. Comme par exemple utiliser des abeilles pour voir le sol, est-ce qu'il est prêt pour être utilisé pour des fertilisants. Encore utiliser des arbres comme émetteurs de signaux radio. Et donc, est-ce que le monde ira vers beaucoup plus d'investissement dans ces questions-là collectives? Dans beaucoup de pays, oui, parce que, si tu veux, la base est déjà là, la conscience est déjà là. Et là, d'un côté, on aura beaucoup plus de nationalisme, ça on va le voir, genre moi d'abord et après on s'en fout. Et donc, cela supposera plus de support vers des initiatives qui sont à la base nécessaires pour l'ensemble de la population et donc voir les besoins sociaux.
de manière plus proche. Deuxième niveau, on aura aussi de la collaboration parce qu'on l'a vu avec la question des ventilateurs, les brevets qui ont été enlevés, la production, le partage de blueprint pour les masques, etc. On aura aussi de la collaboration dans ce type-là. Et maintenant, on a déjà vu beaucoup d'initiatives qui ont mis beaucoup d'argent dans plusieurs pays, dans l'Allemagne, du Canada, etc., qui ont mis des millions de dollars pour favoriser l'inclusion et favoriser plus de projets impact. Alors, pour aller au Maroc, mon souhait, ce serait, j'espère, hein, j'espère qu'on puisse se réveiller et de se dire, ben, finalement, on ne peut pas construire un environnement sans ça. Ce qui est sûr, c'est que l'initiative, je dirais, société civile, aura un élan très important. Parce que maintenant, les gens sont beaucoup plus sensibles à ces questions-là. Et donc, ce que je dis aux acteurs, c'est que l'environnement ou peut-être les jours et les mois d'après, on doit faire plus de lobbying que ce qui a été fait depuis 10 ans. Pourquoi? Parce que la fenêtre des possibilités est ouverte. Avant, il n'y avait pas de fenêtre. Avant, on voulait la créer par force. Maintenant, on a vu que maintenant tout le monde se met au digital, le mobile money, beaucoup d'initiatives qui ont fait leur preuve dans différents pays sur des dizaines d'années. Et donc, je pense que pour un pays à revenu intermédiaire comme le Maroc, nous avons un moment historique qu'on n'aurait jamais pu avoir pour pas seulement raisonner sur une question de croissance économique, de PIB, de je ne sais quoi, à aller dire, finalement, on ne peut pas faire notre vraie croissance inclusive si on l'a fait de la même manière qu'on a fait ça avant. Et il faut qu'on ouvre les portes. Et donc là, je pense qu'il faut que des institutions comme le Policy Center, etc., qui puissent donner beaucoup plus, je dirais, de viande et d'éléments. On met en valeur des initiatives locales, parce qu'on n'oublie pas qu'au Maroc, on a malheureusement encore le malheur de l'étranger. Donc, on aime bien ce qui est blanc, ce qui vient d'ailleurs. Et là, maintenant, on a vu qu'il y a si je dirais, un niveau d'attention sur les initiatives locales. Et donc, le monde, on aura deux scénarios. On aura un scénario d'abord nationaliste, de dérégionalisation, de reproduction locale, et un scénario de renforcement du tissu local qui aura pour objectif d'insérer les plus démunis. Pour le Maroc, je pense qu'on est dans une bonne voie pour vraiment créer quelque chose qui aura de la valeur. La population, maintenant, je pense, est sensibilisée à ces questions-là et on aura moins de difficultés à présenter ces modèles. Maintenant, il faut que le reste des acteurs, au Maroc, on a très peu de capital privé qui investit dans l'innovation locale, ça on le sait, c'est pas nouveau. Maintenant, il nous faut de nouveaux modes de financement, de nouveaux modes d'appui pour pouvoir permettre à cette échelle-là de faire le vrai pont que le Maroc voulait avoir sur l'Afrique. Maintenant, on est vraiment dans le time to be. Hein. C'est soit on le fait maintenant, soit on sera dépassé pour encore 20-30 ans. Absolument. La crise sanitaire, elle est l'occasion de faire un bilan et de rectifier le tir, d'essayer de rectifier le tir. C'est aussi l'occasion, je crois, notamment post-Covid-19, d'essayer de faire non pas un fine-tuning, mais une sorte de hard-tuning, de façon à revoir le paradigme de développement et de le vertébrer autour, entre autres, de deux principales vertèbres qui seraient la solidarité et l'innovation sociale. Alors, à votre avis, quelles pourraient être les perspectives d'innovation sociale post-Covid-19? En fait, moi, je vais parler plutôt santé. Par rapport au post-Covid, il y a 3-4 jours, j'étais en train de discuter avec un prof de réanimation qui est vraiment dans le frontline et qui sait que à cette époque, on est très sensible à la réforme santé et qui m'a dit, je te laisse une question et tu vas y réfléchir pendant 24 heures. C'était, est-ce que c'est un problème de moyens?
le fait qu'on a toujours été vraiment, il y a toujours eu des problèmes de santé au Maroc, et ce n'est qu'aujourd'hui qu'on se rend compte, et ce n'est qu'aujourd'hui qu'on devient sensible à cette problématique. Et rien que, par exemple, si je prends l'exemple de Rabat à Avicenne, on est aujourd'hui à 65 lits de réanimation. C'est vraiment excessif. On était dans les meilleurs des cas à 25 lits de réanimation quand il y a beaucoup de profs, beaucoup de chefs de service qui se mobilisent. Et du coup, moi, je pense que là, c'est plus une problématique de moyens, mais c'est comment optimiser et gérer ces moyens pour faire en sorte que le système de santé rend service à tout le monde plutôt qu'à une toute petite partie. Et par exemple, pendant ces 4 jours, on avait organisé une édition pour les étudiants en médecine. Nous, on s'est toujours intéressé aux étudiants en médecine parce qu'on est dans cette optique de changement systémique. Si on prépare la prochaine génération de médecins à être acteurs de changement, à être communicateurs, à être communautaires dans leur approche santé, à être plutôt innovants, ça va régler une grande problématique de santé parce que c'est les leaders. Et une des notions qu'on ramène souvent maintenant, c'est l'approche communautaire. Donc là, aujourd'hui, on s'intéresse beaucoup à cette approche communautaire comme enseignement chez les étudiants en médecine parce on est vraiment très pertinemment convaincu que c'est ce qui va réformer l'éducation médicale au Maroc, peut-être bien plus global, et c'est ce qui va préparer les jeunes médecins et les futurs médecins à rendre service à toute la population plutôt qu'à rendre à un petit pourcentage. Donc, par rapport au post-Covid, comment on peut renforcer tous les efforts qui sont aujourd'hui mobilisés et les pérenniser? C'est peut-être préparer aujourd'hui les professionnels de santé à être communautaires. Maintenant, les efforts de vulgarisation de l'information médicale, ça doit se pérenniser, ça ne doit pas être ponctuel par rapport à ce contexte. C'était très rare, très très rare où tu vois des médecins qui sortent et qui sont en train de communiquer à leur population générale. Voilà ce qu'il faut faire, voilà ce qu'il ne faut pas faire, des gestes de secourisme. On peut aussi parler de démédicalisation de certains gestes pour faire en sorte que tout le monde participe. On n'a pas besoin d'un bac plus 12 pour qu'il fasse un geste très facile en secourisme quand on peut recruter des non-professionnels de santé à aider. Et donc, moi, je pense que c'est une question d'optimisation de toutes les ressources qu'on a aujourd'hui et, un peu déconvertir certaines notions qu'on a toujours gardées propres aux professionnels de santé. C'est-à-dire qu'il faut vraiment recruter le maximum de personnes et tu n'as pas besoin d'avoir un bac plus 12 pour comprendre certaines notions en médecine. Voilà. Yacine, dans le domaine les perspectives dans le domaine de l'éducation. Moi, je reprendrai le dernier point qu'a évoqué Hajar, qui est l'approche systémique et je dirais la perspective systémique. Donc, je pense que c'est un élément qui manque si on parle du volet éducation. Donc, on voit qu'il y a plusieurs efforts qui se font, mais chacun les fait dans son coin. Je pense que le Covid a été une opportunité pour que tous les acteurs de l'écosystème éducatif puissent communiquer. C'est vrai que là, c'est une posture en quelque sorte d'obligation. Donc, on trouve que les parents sont obligés de communiquer avec les professeurs. Ils sont en train de vivre le quotidien des professeurs. Donc, ils sont en train de voir donc le métier du professeur autrement. C'est valable aussi pour donc les établissements scolaires, ainsi de suite. Donc, l'idée, c'est qu'en termes de communication, donc, je pense que ça va être revu autrement après le Covid. Donc, il y aura le terrain de communication pour tous les acteurs va être ouvert. Et donc là, c'est le premier point. Deuxième point, c'est en ce qui concerne la place qu'occupe la technologie dans l'éducation actuellement. On va dire, avant le Covid, c'est une place très, très minime que l'on pourrait spécifier spécialement qu'à l'utilisation d'un rétroprojecteur. Là, après le Covid, donc c'est sûr que la façon où on implique et avec laquelle on implique la technologie dans l'éducation sera totalement différente. Les professeurs en un espace de quelques jours ont été initiés
à de nouvelles technologies, donc à savoir tout ce qui est Microsoft Teams, d'autres outils. Donc, et là, ils voient réellement l'impact de l'éducation. Ce qui fait que le rôle qu'occupera la technologie sera un rôle crucial. Certes, c'est un moyen, mais ça va être de plus en plus impliqué dans l'éducation. Ça va permettre aussi de changer la donne par rapport au secteur éducatif. D'accord. Juste Je voudrais rappeler réagir d'abord sur un point Mhm. dont a parlé Hajar et indirectement Yassine. Alors, quand Hajar a dit sur les questions qu'on n'a pas besoin d'une formation X de plusieurs années pour faire Bac plus 12, voilà, exactement. Bac plus 12 pour faire je dirais, certains gestes ou apprendre certaines disciplines. Et la même chose, on a parlé Yassine quand il a dit que maintenant nous avons des gens qui ont appris de nouvelles techniques et de nouveaux outils pour travailler. J'avais un échange cette semaine avec une personne que je connais qui me parlait de sa mère qui est enseignante au primaire public à Rabat, donc quartier Suissi. Et donc, alors, elle me dit que sa mère, pour la première fois, elle a pris un smartphone pour avoir WhatsApp. Avant, elle disait que ça ne servait à rien du tout. Alors, il faut savoir que les étudiants qui sont en primaire, c'est des étudiants, d'élèves, dont les parents viennent de classes très, très, très modestes. Public. Des gardiens, des assistants du foyer. Et je posais la question, comment est-ce qu'elle connecte les enfants? Donc, bien sûr, les enfants n'ont pas de téléphone. Donc, ils travaillent avec les smartphones des parents. Et alors, elle disait qu'au début, elle n'arrivait à avoir aucun engagement parce que elle ne pouvait pas communiquer directement avec les enfants, donc pas faire le suivi. Donc au final, elle leur envoyait un lien YouTube fait par le ministère, et après, elle leur demandait de faire un petit homework. Après, il a commencé à appeler les parents pour leur demander en fait de faire le suivi avec les enfants. Parce que les enfants ne peuvent pas travailler tout seuls. Et vu qu'aussi ces parents, leur mode de travail, les parents ont aussi changé, donc ils ont aussi plus de temps pour pouvoir discuter avec leurs enfants s'ils sont bien orientés. Donc on a aussi une partie, parce que oui, on le sait depuis toujours, le rôle des parents dans l'éducation est très important, c'est pas aussi les enfants, mais souvent les parents n'ont pas le temps, n'ont pas les moyens, et n'ont pas l'approche. Et donc, la transformation maintenant que nous avons, le terme qu'a utilisé Raja, c'est la démédicalisation, c'est que maintenant nous pouvons réfléchir à plusieurs types de nouveaux métiers, d'assistants éducatifs, d'assistants d'aides-soignants, d'assistants de support, qui peuvent créer une nouvelle économie et de nouveaux emplois. Et ces nouveaux emplois pourront aussi créer de la nouvelle valeur. Alors là où je suis un peu dérangé, c'est qu'au Maroc, on n'est pas encore arrivé à se projeter, à réfléchir à ça. Et c'est là le challenge qu'on devra avoir, c'est de se dire, là nous avons combien de millions de personnes qui sont sans emploi, sans éducation, au lieu de leur faire une formation professionnelle lambda comme ce qui se fait ailleurs, ben pourquoi ne pas les targeter sur ces questions-là spécifiques et d'avoir pas seulement des assistants communautaires en santé, mais des communautaires en éducation, en soins et d'autres. Et là, on pourra créer de nouveaux modes et donc créer et réduire le gap encore plus. Et ça, c'est une opportunité que le système actuel peut créer. Si vous aviez un message à adresser aux entrepreneurs et aux décideurs pour que le Maroc devienne the best place to be dans le domaine de l'innovation sociale, quel serait ce message? Le message que j'adressais aux entrepreneurs, c'est d'être résilient, de s'équiper, d'être fort et de continuer malgré les situations. Et c'est notamment ce qu'on vit aujourd'hui avec le Covid-19 et d'être très inventif et réactif à ce qui se passe actuellement. Pour ce qui est du message à adresser aux décideurs, je dirais c'est d'écouter et de donner l'opportunité aux entrepreneurs à, à, à éclairer un peu et à ouvrir la porte à leurs initiatives pour qu'ils puissent scaler et l'impact puisse être dupliqué, voire centuplé partout au Maroc et même ailleurs. Merci. Hajar?
mon message ne va pas être très différent de Yacine, mais par rapport aux jeunes entrepreneurs, ça va être d'être opportuniste des problématiques, être réactif et créatif pour ramener des solutions à toutes les problématiques et ce contexte est vraiment un terrain fertile pour ramener des solutions. Et aussi, j'ajouterais par rapport à la résilience, la discipline, de s'équiper de ces deux valeurs, la résilience et la discipline pour pouvoir garder le cap et aller jusqu'au bout. Et par rapport aux décideurs, ça va être vraiment d'aller vers les jeunes, de les écouter et de leur donner la chance pour justement assurer ce changement systémique qu'ils veulent réaliser. Voilà. Adnan? Moi, je voulais parler de la résilience sur laquelle j'ai encore en reparler parce que je pense que il faut aussi je vais applaudir Smitho, Yacine et Haja parce que tout à l'heure, quand tu leur as posé la question quand est-ce que vous avez commencé, etc., les 3 à 4 ans, c'est pas évident. Parce que pour faire un projet, lancer un projet au Maroc, c'est très, très, très difficile. Surtout dans des secteurs qui sont, je dirais, difficiles, où les modèles économiques sont difficiles, où il y a très peu de soutien institutionnel, très peu, pour ne pas dire zéro, je vais être politiquement correct. Et donc, la question de la résilience et la question de la projection, c'est de se dire comment est-ce que je vais pouvoir m'améliorer, comment est-ce que je vais pouvoir construire. Pour moi, c'est les 2 conseils ou 2 valeurs fondamentales pour qu'un projet puisse continuer et qu'il puisse grandir. Alors, pour les décideurs, je dirais d'enlever les lunettes. D'enlever les lunettes et de pas penser que la solution n'est que chez les sentiers battus. D'aller chercher les solutions partout. Moi quand j'ai une question qui fait mal à la tête, je pose la question à Facebook. Je pose une question, bonjour, qui connaît qui sait quoi, etc. Et donc, c'est cette question, je pense, pour faire le lien avec l'introduction, c'est la question de l'innovation sociale, c'est cette logique d'ouverture. Et donc, la logique d'ouverture qui est agnostique à l'âge, agnostique au genre, agnostique au secteur économique, agnostique au niveau scolaire, c'est ce qui nous permettra de créer cette inflexion et de vraiment transformer toute notre société. Et que l'avantage du corona, c'est que vu que ça touche tout le monde, c'est pour ça qu'on ne fait plus la distinction école privée, école publique, clinique privée, etc. On est tous dans le même bateau. Et donc, le plus on a conscience que nous sommes dans ce bateau-là, alors le bateau va se transformer en fusée et va nous emmener tous ensemble dans l'espace. Merci encore. Donc, aux jeunes entrepreneurs qui s'intéressent à l'aspect social de l'innovation, d'être résilients, patients, disciplinés et créatifs, et aux décideurs de développer une logique d'ouverture faisant appel à 2 sens qui sont l'ouïe et la vue. Donc, il ne me reste plus qu'à remercier nos chers intervenants, Adnan, Hajar et Yacine, en vous souhaitant une très bonne continuation. Merci à tous.